8h30 sur campus Orléans, matinale spéciale, élection départementale jusqu'à 9h. Pour débattre, nous accueillons dans nos studios Michel Ricot. Bonjour. Je vous laisse prendre votre micro. Bonjour. Vous êtes conseiller général sortant sur Feu, le canton de la Source. Vous êtes également élu d'opposition à Orléans et donc candidat Front de gauche dans le canton de La Ferté-Saint-Aubin avec Annick Blanchard-Brinhol. À vos côtés, Jean-Pierre, qui est un peu plus loin, Jean-Pierre Gabel, également conseiller municipal d'Orléans. Bonjour. Je vous laisse prendre votre micro. Bonjour. Vous êtes conseiller général sortant du canton Orléans 1 dans lequel vous vous représentez en binôme avec Nadia Labadi, un binôme UDI-UMP. Donc, vous serez notamment opposé à Philippe Rabier et Sophie Lorenzi, candidat PS Europe Écologie Les Verts. Philippe Rabier est avec nous, bonjour. Bonjour. Enfin, Brigitte Tachot, candidate Debout la France avec Daniel Simon dans le canton Orléans 4, a également accepté de participer à ce débat. Bonjour. Bonjour. Signalons que, contacté à plusieurs reprises, Philippe Lecoq, candidat Front National dans le canton Orléans 3, n'a pas répondu à nos sollicitations. À mes côtés, pour vous interroger, Vincentine et Grégory. Bonjour à tous les deux. Vous êtes étudiant en droit à l'Université d'Orléans, ainsi que Christian Bidot, fondateur et directeur de MacCentre, un site d'information locale et régionale gratuit. Bonjour Christian. Bonjour. Alors, on va commencer avec vous, Christian, sur le contexte de ces élections départementales. Je vous laisse la parole. Oui, nous sommes ici à campus, au cœur de l'université. Alors, je ne peux m'empêcher de paraphraser Pierre Laurent, vice-président de cette université d'Orléans, qui a écrit un papier sur MacCentre, qui un jour portera peut-être le nom de Jean Zay. Je parle de l'université et pas de Pierre Laurent, évidemment. Et pour paraphraser donc Pierre Laurent, qui dans maccentre.fr, le site d'information où il faut aller tous les jours, a intitulé son dernier billet « Élection, piège à abstention ». À l'époque, le slogan derrière les barricades, et là je vous parle d'un temps que vous, les étudiants de 2015, vous n'êtes pas obligés de connaître, le slogan c'était « Élection, piège à con ». Moi j'ai plutôt envie de dire à la veille de ce scrutin départemental « Abstention, piège à con ». À la veille de ce scrutin du 22 mars, en 1968, c'était le mouvement du 22 mars, celui de Danny Cohn-Bendit, ce mouvement de Cohn-Bendit. Et en 2015, ce n'est plus le mouvement du 22 mars dont il va être question, mais le blocage du 22 mars. Le 22 mars 68, les étudiants réclamaient le droit d'aller visiter les filles dans leur chambre sur le campus. Alors cela vous paraît sans doute de la préhistoire, vous les étudiants de 2015, puisque le 29 mars, nous aurons autant de conseillers généraux hommes que de femmes. Mais bon, l'égalité homme-femme, c'est toujours un combat, puisque la précédente assemblée, comme vous le savez, ne comptait que 8 femmes sur 41. Alors l'abstention, parce que c'est le thème de mon petit billet. Une fois encore, on va proclamer au lendemain du 22 mars et le 29 que l'abstention est le premier parti de France. Et une fois de plus, on en restera là en expliquant qu'elle est due aux politiques qui ne veulent pas entendre les préoccupations des Français ou qui ne savent pas leur parler. On s'attend à plus de 50% d'abstention, avec une autre bonne excuse des pêcheurs à la ligne. Pour moderniser un peu l'expression, on pourrait d'ailleurs dire les joueurs de jeux vidéo, non, ce sera mieux. Donc l'autre bonne excuse, c'est oui, mais la réforme territoriale, vous comprenez, elle est en pleine discussion au Parlement. La loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale, et donc on ne connaît pas les compétences définitives attribuées aux départements. Lesquels départements ont d'ailleurs failli passer de vie à trépas, Manuel Valls annonçant leur éradication en 2021, avant de rétropédaler devant le lobby des conseillers généraux et des radicaux de gauche réunis. Les compétences, on le sait maintenant, elles resteront à peu de choses près les mêmes. Le bloc social, avec les personnes âgées, les handicapés, surtout le RSA, le revenu de solidarité. Le social qui représente, comme vous le savez peut-être, plus de 50% du budget des départements. Et puis surtout les collèges, dont le parc a été complètement renouvelé, c'est vrai, en 10 ans par le Conseil général du Loiret. En fait, de réforme territoriale, le gouvernement n'aura réussi que le redécoupage. Certains parlent de charcutage, n'est-ce pas Michel Ricou, ou de tripatouillage, en mariant les régions qui passeront de 20 à 13 et en faisant grossir la taille des cantons qui passeront par exemple dans le Loiret de 42 à 21. Donc le RSA, les personnes âgées, les collèges, les transports scolaires, ce sont les compétences des départements et elles le resteront probablement. Alors les populistes, suivez mon regard, vont encore nous rabâcher que les politiques ne sont pas proches des Français et autres inepties démagogiques. Ce seront plutôt les Français qui ne sont pas proches des politiques, je crois, et qui refusent de s'intéresser à nos institutions décentralisées. La démocratie, ça n'est pas simple comme un jeu de télé-réalité à TF1. Cela demande qu'on se creuse un peu la tête et la culture.
La dictature, c'est bien moins fatigant, tous derrière le chef ou la cheftaine, qui dit qu'on va raser gratis, virer tous les feignants qui viennent manger le pain des Français de souche et sortir de l'euro. Alors je ne veux voir qu'une seule tête en avant-marche. C'est ça la dictature. Alors faut-il rendre le vote obligatoire comme l'a proposé François de Rugy, un député écolo? Au fait, les impôts, et tout le monde en paye, qu'ils soient directs ou indirects, les nationaux, l'impôt sur le revenu, les impôts locaux comme la TVA, c'est obligatoire? Non. Alors pourquoi ne serait-on pas obligé, sous peine d'amende, de voter pour ceux justement qui sont chargés de répartir, de bien utiliser l'argent public ici de ces impôts, comme les conseillers généraux? J'ai bientôt fini. Alors on nous annonce à travers les sondages la défaite annoncée de la gauche, l'inexorable progression du Front National et au final une victoire de l'UMP et de l'UDI qui devraient gagner des départements. À 6 jours des élections, les sondages sont plus que réconfortants pour le FN. Selon une enquête IFOP pour le Figaro européen, 30% des sondés se prononcent pour le parti de Marine Le Pen, 29% pour l'UDI, 19% pour le PS. Et l'hypothèse selon laquelle un ou plusieurs départements, l'Aisne, le Vaucluse, le Gard, pourraient basculer aux mains du FN ne semble pas exclue. Alors là encore, au lendemain du scrutin, il conviendrait, nous dira-t-on, de pardonner aux électeurs potentiels ou réels du FN sur le mode « oui, mais avec le chômage qui perdure, le gouvernement qui ne tient pas ses promesses, il faut comprendre que les gens veuillent essayer ce parti d'extrême droite qui n'aurait, soi-disant, pas encore fait ses preuves ». Comme l'a déclaré un conseiller général du Loiret, Christophe Chailloux, jeudi en session, près de 30% des électeurs s'apprêteraient à voter pour des candidats dont la plupart, on ne connaît même pas la trombine, que personne n'a jamais vue. Alors que tous les jours, des conseillers généraux se défoncent sur le terrain, en commission, dans les permanences de leur canton, cela risque de mordre la poussière et les électeurs vont aller voter plutôt pour des inconnus qui n'ont fait que l'effort de se réclamer de Mme Le Pen. Malgré cette menace, j'ai presque fini, qui va aller encore s'amplifier en régional, la gauche va désunir au combat, ce qui risque dans le Loiret de déboucher sur sa presque totale disparition le 29 mars au soir. Et la droite, toujours dans le Loiret comme à Gien, va aussi risquer de ne pas gagner des cantons, là encore pour des chamailleries de bac à sable. Merci Christian Bidault. On va balayer un petit peu toutes ces questions. On va commencer par le chiffre de l'abstention, 57%, selon le dernier sondage IFOP pour ces élections départementales. Comment, Michel Ricou, tout d'abord, vous l'expliquez ce chiffre? Oui, bien écoutez, en effet, on le voit bien dans le porte-à-porte, dans nos contacts avec les gens. On ne peut pas dire que les élections départementales intéressent beaucoup les électeurs, mais... Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de trop abstrait, les départements? Non, je crois qu'il y a, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'a dit Christian, il y a un écœurement par rapport à ce qui se passe, même si ça n'explique pas l'abstention, mais il faut essayer de comprendre les choses. Il y a beaucoup d'écœurement, beaucoup de personnes qui disent « mais moi en 2012, je n'ai pas voté pour ça, donc à quoi ça sert d'aller voter? Donc je préfère ne pas aller voter. » Alors on a un travail immense à faire de conviction. Moi, alors, on parle un peu de nous, de nos actions, de notre présence. Bon, le travail que l'on fait tous les soirs, c'est un travail de persuasion, de corps à corps avec les citoyens, que ce soit à la source ou ailleurs, pour expliquer qu'il est important d'avoir un élu de proximité, un élu qui les écoute. Ce message, les électeurs l'entendent. Oui, mais il faut y aller. C'est un travail de longue haleine, un travail de terrain au quotidien. Et ça, moi, je le mène depuis très longtemps et je le mènerai jusqu'à samedi. Brigitte Tachot, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Michel Ricou? Comme très souvent, je suis d'accord avec Michel. Le fait est, c'est que lorsque l'on fait ce qu'on appelle le porte-à-porte, mais quand on va à la rencontre des gens, énormément nous disent, d'abord ne saisissent pas l'enjeu de ces départementales, et pour cause, Christian l'a expliqué tout à l'heure, c'est on va faire une réforme du département, 4 mois après, rétropédalage, on ne sait pas quelles seront exactement les compétences du département d'ici 1 à 2 ans, et alors à plus forte raison en 2021, puisque de toute façon c'est marche avant, marche arrière. Donc pour l'instant les compétences du département, elles sont ce qu'elles sont, et nous avons été... c'est pas un petit peu facile de charger la réforme territoriale?
C'est pas un petit peu facile de charger la réforme territoriale Il pour s'agit pas de justifier charger la le réforme manque territoriale, simplement d'expliquer, c'est ce que vous m'avez demandé, ce que moi je pensais par rapport à ce taux d'abstention. Et je suis en train de vous répondre, non pas en train de charger. Alors il y a ça d'une part, et d'autre part, il y a un certain dégoût et un certain désengagement des personnes qui sont dégoûtées de la politique. Dégoûtées de la politique pour plusieurs raisons. On entend parler de scandales à droite, à gauche, machin. Il y a le clivage gauche-droite qui, à mon avis, est aujourd'hui complètement dépassé. Là où il faut être présent. Alors, on peut être qualifié de populiste, de ce que vous voulez, souverainiste, populiste. Moi, les étiquettes ne m'intéressent pas. Ce que je vois, ce sont les gens, la proximité. Et effectivement, beaucoup sont dégoûtés et décident de ne pas aller voter. Nous en avons, mon colistier et moi-même, nous en avons persuadé certains qui étaient décidés à ne pas aller voter, qui nous ont dit, mais oui, mais après vous avoir vu, nous irons. Jean-Pierre Gabel, sur ce sujet, sur l'abstention. Oui, sur l'abstention, on peut effectivement que regretter les chiffres qui nous sont assénés tous les soirs par les médias et tout ça. Mais je ne suis pas sûr que non plus de les asséner, ça contribue à la mobilisation. Par contre, ce que je veux dire sur la réforme, on peut remarquer quand même l'amateurisme du gouvernement qui allait, un jour c'est comme ci, un autre jour c'est comme ça. Le président nous dit ça va aller plus de départements. Après, le Premier ministre nous dit la réforme territoriale. on va remettre les départements. Alors les gens n'y comprennent plus rien. Alors, c'est une des causes, selon vous, de l'abstention. C'est une des causes de l'abstention. Et puis je pense que les gens sont aussi déçus peut-être de tous les partis politiques. Ils sont encore plus déçus de l'action du gouvernement. J'étais sur le marché La Madeleine, comme j'y suis depuis des années, pas qu'en période d'élection. Il y avait une personne du Front de gauche, Michel, qui me tend un tract. Alors, elle me le connaissait, mais je lui dis, je vais le lire si vous voulez. Mais il me dit, c'est le Front de gauche, mais c'est pas le gouvernement. Alors comment voulez-vous que... Non mais d'accord, mais comment voulez-vous que les gens s'y retrouvent, hein? Faut avoir quand même... faut avoir envie d'aller voter pour eux. Philippe Rabier, je vois que vous avez un pins « Soyons positifs ». Ça veut dire que vous y croyez dans la mobilisation des électeurs. C'est ce que j'allais vous dire, c'est que j'en ai assez d'avoir la sinistrose, d'entendre des messages négatifs de partout, notamment dans les médias. Ce que disait Jean-Pierre Gabel est tout à fait vrai. À force d'asséner des chiffres terribles sur, j'en sais rien, sur tous les sujets. Aujourd'hui, on a des médias qui n'arrêtent pas de nous bassiner avec cela. Moi, j'ai envie de dire, le politique, il doit porter un message positif. Alors nous, on fait une campagne, effectivement, en disant, nous avons un programme, nous avons des objectifs, nous croyons dans l'avenir. C'est tout simple, mais je pense que c'est la bonne approche. Vous y croyez, parce que quand on voit les sondages pour le Parti Socialiste, c'est à peu de choses près le niveau de popularité de François Hollande. Est-ce que vous ne dites pas que les électeurs vont vous faire payer? Vous savez, moi, ça me fait rire. On m'a même demandé si moi, j'avais fait un sondage sur mon canton pour savoir quel serait le résultat. Je suis désolé, je ne vais pas rentrer dans ce petit jeu de sondage. Ce ne sont pas les sondages qui font les élections. Je suis désolé, moi, j'arrive en politique, je n'ai pas vraiment envie de me faire donner des leçons par des sondages. Donc moi, je suis sur le terrain avec Sophie Lorenzi. On a un vrai programme. Après, on peut choisir. Pour moi, votre question, c'était sur l'abstention. Pour moi, il y a deux possibilités. Soit on tape sur tout ce qui bouge, on est négatif, et on fait appel aux passions des gens, si vous voulez. L'extrême droite est formidable là-dessus. Attention, c'est dramatique, etc. Soit, on est positif, et on dit, on va serrer les coudes, on va bosser ensemble, on va penser, parce qu'on croit, nous, encore au collectif, d'accord ? Et on a largement les moyens dans le Loiret, pour revenir quand même sur ce Loiret. Le Loiret est un des départements de France le plus riche. Donc, on est d'accord que tout est encore possible dans notre département. Après, on pourra y revenir, bien entendu, il y a des choix politiques à faire, des arbitrages. Dans le Loiret, la fracture devrait se creuser, notamment à l'Est, soumis à une forte pression populiste, et l'agglomération orléanaise avec des duels plutôt classiques, droite-gauche. Brigitte Tachot, Debout la France n'est présent que sur 2 cantons dans le Loiret. Vos meilleurs résultats sont pourtant dans l'Est du département. Vous n'arrivez pas à mobiliser, alors que le Front National, lui, est présent dans 21 cantons. Écoutez, le Front National fait... On rapproche souvent Debout la France et le Front National. Je pense que c'est une erreur, déjà, pour commencer. Donc, si vous voulez, on en parlera plus tard.
Je pense que c'est pas, si vous voulez, il ne faut pas regarder le nombre de cantons dans lequel Debout la France sera représenté, mais plutôt regarder ce que fait Debout la France. Debout la France ne va pas faire représenter systématiquement dans tous les cantons pour faire des voix, de l'électorat, pour être visible. Debout la France va plutôt favoriser une implication de ces candidats auprès de la population et des candidats de proximité, qui soient réellement présents. Donc, être sur une liste, oui. Être présent, c'est autre chose. Debout la France a choisi quand même, pas pour candidats, des gens qui ont une expérience associative, qui se sont déjà, que l'on connaît par ailleurs, enfin qui ont déjà milité pour d'autres choses, des choses en rapport avec le département. Mais qu'est-ce que le Front National propose aux habitants de la France rurale et périurbaine que Debout la France ne peut leur offrir? Vous êtes tous les deux pour la sortie de l'Europe, par exemple. Vous ne capitalisez pas sur le discours anti-système alors que le Front National y arrive très bien. Attendez, bon déjà, la rivalité entre le Front National et Debout la France, ça n'est pas une rivalité, nous sommes complètement différents. Debout la France n'est pas du tout pour un État policier. Debout la France, c'est un parti de rassemblement. Et je pense que le Front National est un parti qui rassemble actuellement, mais que des déçus. Donc, comme le disait tout à l'heure notre ami Philippe Rabier. Notre ami Philippe, comme il le disait tout à l'heure, bon, ben, derrière, il y a des propositions, il y a autre chose. C'est pas simplement... Le FN vous accuse, les candidats du Front National dans le Loiret, vous accuse d'avoir bien ciblé finalement vos cantons en vous présentant dans des cantons où lui va faire un bon score pour le gêner. Vous êtes piloté par quelqu'un d'autre ? Oh, ma foi, alors je vais vous dire, ce que dit le Front National, regarde, le Front National, ils disent ce qu'ils veulent. Moi, j'habite le canton 4, donc je me présente sur le canton 4 parce que j'ai dans ce canton déjà un passé associatif et je suis une personne de terrain, proche des gens, ouverte. Donc je me reconnais. Et sur Courtenay, il y a une candidate qui est orléanaise, je crois, et le candidat, lui, est un avocat parisien. Il aurait des racines, semble-t-il, dans le Loiret. Alors, je ne pense pas du tout... vous parlez de Debout la France ? Non, je parle du Front National. Écoutez, le Front National fait ce qu'il veut, ça ne me regarde pas. L'abstention, on en parlait tout à l'heure, ça devrait faire le jeu du Front National puisqu'il faut 12,5% des électeurs inscrits pour accéder au second tour. Est-ce que vous craignez des élus Front National au futur conseil départemental ? Est-ce que pour vous c'est antinomique avec les départements, Michel Ricou ? C'est pas impossible qu'il y ait des... Mais moi je voudrais revenir quand même sur la réforme territoriale. On va y revenir après. Moi je crois que le problème d'aujourd'hui, c'est... d'une présence sur le terrain, et puis quand même mettre en avant, parce que je veux bien qu'on avance des propositions, mais il y a quand même une chose dont on ne parle pas beaucoup, c'est les restrictions budgétaires. Le gouvernement veut sabrer 11 milliards au niveau des collectivités sur plusieurs années. Il faudra qu'on m'explique comment certains programmes vont pouvoir se réaliser avec de telles réductions budgétaires. Donc il faut remettre les choses... Bien en face. Contrairement, Michel Ricou, à l'UMP et l'UDI, la gauche apparaît bien divisée. Vous ne craignez pas que cette stratégie vous mène à l'échec ? Et deuxième question, en cas triangulaire, au second tour, si le Front de gauche est éliminé, est-ce que vous appellerez à voter pour le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts ? Premièrement, après, Monsieur Rabier, je vous laisse la parole. Premièrement, malgré toute l'estime que j'ai pour Monsieur Rabier, on est en divergence. C'est pas un scoop. On a complètement des orientations différentes. Nous sommes des candidats anti-austérité. Pour moi, j'estime que la politique qui est mise en place par Hollande et Valls, c'est une politique d'austérité. On ne peut pas non plus tromper les gens. On est sur un projet anti-austérité avec des propositions précises et concrètes sur tous nos cantons. Bon, alors, après, on va voir, les gens vont trancher. Mais ma question c'était, est-ce qu'en cas triangulaire, vous appelez à voter écoutez, pour... Ça fait l'objet d'une polémique récente sur Orléans, sur les élections du Doubs. Nous, on a toujours dit qu'il faudrait faire barrage au Front National. Ça, c'est clair. Et je le redis aujourd'hui.
Alors justement, pourquoi Dominique Tripet a dit c'est blanc bonnet et bonnet blanc? Parce que je crois qu'il y a beaucoup d'exaspération chez les gens. Et voilà, moi c'est moi, elle c'est elle. D'accord. Mais à force de divergence avec le Parti socialiste, vous allez quand même faire disparaître la gauche du département du Loiret, ou à peu près. Enfin, je ne dis pas seulement vous, Miguel Michel. Valls, quand il dit que le Front de gauche, enfin, le Parti communiste peut disparaître à terme. Est-ce que c'est pas un peu électoraliste de ne pas vouloir se rapprocher du Parti socialiste? Est-ce que vous ne pensez pas à 2017? Moi, je crois qu'il faut être honnête. Il faut être honnête en politique. C'est ça que les gens nous reprochent, souvent. C'est qu'on est là pour des magouilles et tout ça. On est en divergence avec le PS. Voilà, on est en divergence, on y va chacun sous nos couleurs, et puis les gens tranchent. Alors après, vous savez, la vie politique, c'est pas uniquement d'avoir des élus, c'est d'être fidèle à ses convictions, à des valeurs de gauche. Moi, je suis fidèle à des valeurs de gauche, et je le montre quotidiennement sur le terrain. Philippe Rabier, et puis après Jean-Pierre Gabel. Merci d'aborder le sujet du pacte républicain. Je crois qu'effectivement, ça a été soulevé il y a quelque temps dans les médias et sur les réseaux sociaux. Je crois important de rappeler que le Parti socialiste a toujours défendu bec et ongles ce pacte républicain, la gauche en général. Et en tant que candidat, moi-même et Sophie Lorenzi, nous appliquerons le pacte républicain pour faire barrage au Front National. Pour nous, c'est une priorité. Nous défendons les mêmes valeurs, comme dit M. Ricou. Pour vous, le pacte républicain est en danger en France par la montée? Oui, tout à fait. Je suis désolé quand j'entends la droite prôner le nini et d'un autre côté dire depuis des années que la gauche favorise la montée du Front National. Je trouve ça c'est inique, quoi. Franchement, si la droite ne fait pas le jeu du Front National en disant cela, j'attends que M. Gabel prenne position aujourd'hui. Sa partenaire ne l'a pas fait l'autre jour lors d'un débat avec moi. J'attends franchement que la droite dise dès aujourd'hui, je suis désolé, oui, il va y avoir des triangulaires, oui, il va y avoir malheureusement au deuxième tour dans certains cantons la droite contre le FN. Eh bien, il faut avoir le courage de dire dès aujourd'hui, nous ferons barrage au Front National. Jean-Pierre Gabel, pour le canton qui me concerne, je parle pas pour les autres. Je sais que dans d'autres cantons, notamment sur l'est du département, il y aura très vraisemblablement des triangulaires. Pour le nôtre, je pense pas, puisque aux dernières cantonales, je crois qu'il avait fait 4,5 ou 4,7%. Les choses ont évolué, M. Gabel. Oui, j'entends bien. Mais j'entends bien. Vous êtes sur le terrain, vous l'entendez quand même. On l'entend sur le terrain. Mais de là à faire plus de 12,5 des inscrits, ça me paraît un peu difficile. Enfin, c'est ce que je souhaite. Mais de toute façon, il est très clair que si le cas se présentait, j'aurais la même attitude que vous. Mais je reviens quand même sur... Je vous remercie de répondre favorablement à c'est la position de l'UDI. C'est la position de l'UDI. Votre partenaire n'était pas du tout aussi clair que ça. Ça a toujours été dans l'idée des centristes que je suis d'aujourd'hui et d'hier également. Donc, par contre, ce qu'on peut regretter, et puis les gens n'ont pas du tout compris, les découpages qui ont été faits par la gauche et pour la gauche. Et justement, c'est une des nouveautés de ce scrutin, le redécoupage. Le découpage qui a été fait à la fois par le ministère de l'Intérieur, avec l'aide de notre sénateur du Loiret, parce que quand on regarde bien les découpages, on voit bien pour qui ils sont favorisés. Hein. C'est lui qui tenait les ciseaux, alors Jean-Pierre Soir. Bon, les ciseaux ou l'aiguille ou je ne sais pas quoi. Mais de toute façon, et moi, j'en ai bien discuté. J'en ai bien discuté avec lui, et il m'a dit, notamment pour mon canton, il y a des cantons où on est obligé de vraiment découper de façon. Il ne l'a pas dit, mais à nous favoriser. Il faut juste un rééquilibrage démographique. Voilà, c'est ça. Il faut juste rappeler l'objectif de ce redécoupage, c'est équilibrer effectivement les cantons. Avant, vous aviez des cantons avec 6 000 habitants et d'un autre côté 36 000 habitants. C'était les deux extrêmes sur le Loiret. Aujourd'hui, on est entre 23 et 30 000. C'est quand même beaucoup plus équilibré qu'avant. Le redécoupage le plus contesté dans le Loiret, c'est bien celui de La Source. Vous êtes bien placé pour en parler. Michel Ricou. Oui, surtout que je l'ai appris de la bouche du président du Conseil général, et tous mes collègues socialistes au Conseil général étaient au courant. Ça, c'est très démocratique quand même. Alors, moi, je comprends le rééquilibrage des cantons et j'y suis favorable. Pour les binômes, le fait qu'il y ait la parité, c'est très bien. Mais enfin, on était possible de faire autrement et de laisser La Source unie. Nous, on a fait des propositions au préfet qu'on rattache La Source à Siranval, Saint-Jean-Blanc, Sagny-en-Val,
et on était dans les clous. Mais là, quand même, faire en sorte qu'il y ait une partie de la source qui vote avec Saint-Marceau et l'autre partie qui soit maintenant rattachée à la Ferté, d'ailleurs, elle s'appelle plus la source, mais canton de la Ferté, je trouve que c'est quand même... Allez demander aux gens, dans Rétroya, il y a mon collègue, la Victor, qui est là et qui est candidat, comment ça se passe, mais les gens ici ne comprennent plus rien. Donc, cette réforme est du positif, dans le sens où il y a des binômes, hommes-femmes, il y aura une parité, mais j'estime qu'en effet, il y a eu une magouille politique de la part du PS. Je m'excuse, mon cher Philippe Rabier, mais il était possible de faire autrement, et notamment de rattacher la source à Saint-Cyr ou Saint-Jean-Blanc, et on était dans les clous. Alors, la réforme les redécoupages, en tout cas, donne toujours, selon plusieurs études très sérieuses, une prime importante au parti des gens en tête. La droite, dans le département, c'est ce qui ressort d'ailleurs d'une projection qu'a fait aussi la République du Centre. Jean-Pierre Gabel pourrait agir sur ce sujet des redécoupages. Oui. Et puis après, Philippe Rabier, je vous laisse la parole. Le seul aspect positif de cette réforme, il y en a peut-être deux, effectivement, le rééquilibrage. Bon, sauf que vous avez quand même des communes, enfin des cantons qui ont 55 communes. Alors comment vont-ils gérer ça? Ça me paraît un peu difficile. Pour Nous, vous, à Orléans, on est concertation au niveau local. Pardon? Pour vous, il n'y a pas assez de concertation au niveau local? Et Éric, pas eu de concertation, pas du tout. Il n'y a pas eu de concertation. On a été mis dans le fait accompli. Moi, j'étais dans l'hémicycle avec Michel quand on a... Bon, je l'ai appris comme ça. Vous êtes d'accord avec Éric Doligé non, mais ce que je voulais dire, une loi ruralicide? Ce que je voulais dire quand même, c'est qu'on nous a parlé... Monsieur Doligé est très fort pour avoir des petits mots comme ça. Allez. On nous a parlé du millefeuille et tout ça. Bon, réduction, il fallait faire des réductions. Il y avait eu des propositions sur le conseiller territorial qui aurait fait, lui, beaucoup d'économies, alors que là, on avait 41 cantons, 41 conseillers généraux. Là, on en a 21. 21 plus les 2, ça fait 42, donc ça fait plus 1. Et sur l'ensemble de la France, je crois que ça, on doit en faire 60 ou quelque chose de ce type. Alors dites-moi où il y a l'économie. On nous avait dit des centaines de millions d'économies. Après, bon, le branchuet a dit non, il n'y aura plus d'économie du tout. Alors comment voulez-vous que les gens s'y retrouvent et souhaitent aller voter? Est-ce que raisonnablement, vous pensez qu'en tenant ce discours, vous incitez les citoyens à aller voter? Franchement, non. Excusez-moi. Je voulais juste rappeler qu'en tant que responsable politique, enfin élu, demain, nous devons avoir un petit peu la faculté de nous adapter aux institutions. Enfin, moi, je suis chef d'entreprise. J'ai toujours su m'adapter. Je dis que tout le monde n'est pas en capacité de s'adapter. Mais si les responsables politiques qui ont en charge un territoire comme moi j'ai en charge mon entreprise, une salariée, voilà. Si on est incapable de se projeter, quel que soit l'avenir qui nous est donné, si on est incapable de s'adapter, eh bien, je pense qu'il ne faut pas se présenter aux élections. Moi, je suis prêt à assumer ces variations de compétences, de territoires. Eh bien, je pense que M. Ricou pourra s'adapter aussi à cette diversité de territoires entre un territoire urbain et rural. Je pense que c'est passionnant et je pense que nous-mêmes, tous, en tant que futurs élus, nous serons amenés de toute façon à travailler sur la ruralité et sur l'urbain. Très rapidement. Vous parlez de la ruralité. Monsieur Gabel, très très rapidement. J'estime que le découpage aurait dû se faire en concertation avec les élus locaux et les citoyens, parce que c'est de leur vie dont il s'agit. Si vous parlez de la ruralité, il y avait avant 21 conseillers généraux ruraux, il y en aura plus que 9. Oui, il y a un rééquilibrage effectivement par rapport à la population entre l'urbain et la ruralité. Je suis d'accord avec vous. La parole. Madame Tachot, allez-y. Eh bien, écoutez, je vois ici une brillante démonstration de ce qui est en train de se produire et telle qu'est la vie politique française actuellement. Ce sont les partis du système qui s'envoient des... Il aurait fallu faire comme ceci, il aurait fallu faire comme cela, mais si nous avons fait, mais non, nous n'avons pas fait, et nous voulons, et on veut faire barrage au Front National. En fait, UMPS. Parlons de l'avenir, s'il vous plaît. Vous voulez revenir, s'il vous plaît? Donc, si vous voulez, c'est un peu pour ça, la présence de Debout la France, elle est un petit peu pour ça, parce que les élections cantonales, c'est le lien direct, de démocratie directe avec les citoyens. Et c'est là que les choses peuvent se produire. C'est là que le citoyen a le droit de réclamer à être entendu. C'est une des bases. Alors maintenant, qu'on veuille faire des économies, j'en doute. Voyez-vous, je suis allée à la préfecture et j'ai un petit peu interrogé les personnes qui y travaillent en disant « Mais attendez, avec la réforme, les régions, les départements... » Ils m'ont dit « Mais madame, rien ne changera vraiment. Ça va être un déplacement. »
Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est avant de faire des réformes et de les proposer, faites une copie sérieuse, un réel projet. Mais ne partez pas en débat à l'Assemblée nationale sans un but précis. Et si on réglait ce problème du millefeuille administratif, parce que tout le monde rouspète. Donc on veut donner satisfaction sans avoir réellement travaillé. Et ça, je souhaite que ce soit fait, parce que quand même, les citoyens y ont droit. Et étant donné qu'ils sont participatifs, qu'ils payent des impôts, qu'ils ont aussi des besoins et qu'ils ont aussi recours au département pour énormément de choses dont on ne parle pas ici, et je le regrette. Donc le département, c'est l'allocation personnalisée aux personnes âgées. On va y revenir. Ce sont les collèges, ce sont les transports scolaires, c'est l'attribution du RSA, c'est l'emploi. Je vais vous faire réagir. C'est beaucoup de choses. On va y revenir. Je voulais faire réagir Brigitte Tachot sur l'autre nouveauté de ce scrutin, la parité des binômes, une obligation qui ne vaut pas pour les exécutifs. Est-ce que vous ne craignez pas une confiscation du pouvoir décisionnaire par des hommes? Et quelle est la position officielle de votre parti? Alors, chacun de vous quatre. Brigitte Tachot, d'abord. La position officielle du parti Debout la France, je pense qu'elle l'a montré depuis longtemps. Notre leader, Nicolas Dupont-Aignan, s'est toujours entouré de femmes. Chez nous, il n'y a jamais eu de problème de parité dans la représentativité, dans la représentation du parti. Je pense que nous sommes tous, personne ne va ici dire on est contre la parité. La question me semble un petit peu superflue, si je puis dire. Bien sûr que nous sommes pour la parité, à condition que les femmes puissent s'exprimer, et ce n'est pas toujours le cas. Vincentine. Pourtant, on dit déjà que Hugues Saury, maire UMP d'Olivet, prendrait la tête du conseil départemental en cas de victoire de la droite. Gabel. Oui, c'est une possibilité. Mais j'entendais Hugues Saury ce matin sur France Bleu qui disait « Gagnons d'abord nos cantons respectifs ». Et après, l'Assemblée départementale qui sera issue le 29 mars, élira son président. Mais quand vous dites la parité, moi je suis pour la parité, bien évidemment. Je l'ai connu comme Michel dans le conseil municipal. Il n'y avait pas de parité avant. Maintenant, il y a la parité. Je trouve que c'est très bien. Mais dans l'exécutif, il y aura la parité, puisqu'il y aura dans les vice-présidents autant de vice-présidents hommes que de vice-présidents femmes. Donc ne dites pas que la parité n'existera pas en totalité. Et puis après, elle sera également dans les présidences de commission. Philippe Rabi. La parité, oui, c'est grâce à la gauche, je crois qu'il faut le dire. Il faut être fier de cela. C'est grâce à la gauche que nous avons enfin la parité. Nous aurons la parité au département. On est obligé de faire une loi, c'est bien malheureux, mais effectivement, si on avait voulu une assemblée réellement à parité, je crois qu'il fallait encore attendre 30 ou 40 ans. Donc malheureusement, il faut passer par la loi, mais nous en sommes ravis. Michel Ricou, puis après Brigitte Tachot pour oui, bien sûr. Écoutez, je crois que là-dessus, on est d'accord sur la parité. Mais moi, au-delà de la parité, je souhaiterais également qu'on réfléchisse sur l'action nécessaire pour l'égalité des droits des femmes. Je crois que c'est un combat à mener quotidiennement. Et là, il y a encore du boulot à faire, que ce soit dans tous les domaines. Mais il serait bien quand même qu'on parle un peu de nos projets, de nos cantons. On y arrive justement, c'est pour ça. Rapidement, Brigitte Tachot sur la parité pour terminer, et puis on passera. Allez-y. Oui, je pense que, comme tout le monde ici, la parité obligatoire est une bonne chose, enfin obligatoire, une bonne représentation démocratique. Nous sommes hommes, nous sommes femmes, il est naturel que chacun puisse s'exprimer en tant que tel. Maintenant, il faut voir une chose, c'est que peut-être que pour les femmes, c'était difficile de s'engager en politique. Je vais vous expliquer pourquoi. Une femme jeune fait en général ses études, construit sa carrière professionnelle, tout en ayant en parallèle bien souvent une famille à gérer, une maison à gérer, des parents à s'occuper, ce qui est quand même moins... la parité, si vous voulez, n'existant pas encore totalement au niveau de la répartition des tâches dans la famille. C'est bien souvent les femmes qui
qui sont sur le terrain. Donc pour vous, difficile Donc, d'inclure des femmes dans les... Non, c'est pas difficile de les inclure, mais c'est pour elles difficile. Regardez l'âge que j'ai. Pour une femme, c'est difficile de s'engager en politique trop tôt parce que pas le temps. Et c'est vrai que... Bon, après, ça donne des femmes qui ont plus de recul. C'est peut-être aussi bien. Hein. Bon, je vous rassure, il y a aussi des jeunes femmes qui rentrent en politique et heureusement, la famille a bien évolué. Je suis désolé de le dire. J'ai peut-être pas votre âge, Madame Tachot, mais voilà. L'équilibre dans les couples est différent aujourd'hui. Comme vous l'appeliez de vos Michel Ricou. Alors, en avril 2014, Manuel Valls annonçait une réforme territoriale majeure. Christian l'a évoqué tout à l'heure. Au menu notamment la suppression des départements. Aujourd'hui, ce projet n'est plus d'actualité, mais mardi dernier, l'Assemblée nationale a voté favorablement le projet de loi dite NOTRe, la nouvelle organisation territoriale de la République. La loi prévoit, entre autres, le transfert de la compétence des transports scolaires aux régions d'ici 2 ans. La voirie pourrait incomber aux intercommunalités. C'est déjà le cas depuis le 1er janvier pour la métropole Rouen-Normandie. À cela s'ajoute la suppression de la clause de compétence générale actée dès 2010. Petit à petit, on vide les départements de leurs prérogatives et de leur importance. Finalement, on leur laisse quoi? La solidarité, puisque personne n'en veut? Michel Ricou. Oui, je crois qu'il y a eu beaucoup de débats sur la réforme, des collectivités. On a eu un débat au Conseil général départemental vendredi matin, pas encore. Nous, on a toujours été favorables au maintien des départements parce que c'est une structure de proximité. Je parle de la source que je connais bien. Des familles en difficulté, et il y en a de plus en plus. On va voir l'assistante sociale. C'est quoi l'assistante sociale? C'est le conseil général. Il y a des permanences à la source, ce qu'on appelle Romain-Rollin et ce qu'on appelle la Bollière. Là-bas, ils savent qu'il y a une assistante sociale qui veut les écouter. Il y a les collèges. Il faut continuer à agir pour que les départements existent et aient les moyens. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est ça la question qui est posée. C'est est-ce qu'à l'avenir, les départements auront les moyens de mener à bien leur mission? Et c'est là où il y a le problème. Au Conseil général, lorsque j'ai dit qu'on était favorable au maintien des départements avec le bloc social, vous l'avez dit tout à l'heure, les collèges, les routes, le transport scolaire et allant à la région avec possibilité de rétrocéder, bref. Mais après, c'est quels moyens? Éric Deligé et Jean-Noël Cardou me disent « On est d'accord, Michel Ricou. Il y a toujours un piège derrière ça. » Je lui dis « Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que vous allez doubler les réductions des dépenses publiques ?» Parce qu'on n'en parle pas de ça. 50 milliards de réduction des dépenses publiques, dont 11 milliards pour les collectivités. La droite, c'est 110 milliards. La droite, il double. Donc, il faut arrêter de faire des grands projets. Il faut savoir quels moyens vont être attribués aux collectivités pour mener à bien leur mission auquel nous, on est très attachés. Jean-Pierre Gabel. Oui, on parle de chiffres, là, on ne sait même plus de quoi on parle, parce qu'on parle de... Non, mais on parle de 50 milliards. Non, mais on parle effectivement de 100 milliards. Il faut quand même savoir que l'endettement de la France, il est de 2000 milliards. On n'est jamais arrivé à ça. Et que vous avez pratiquement plus d'un tiers des départements qui sont en faillite. Pas le département du Loiret qui s'en tire, mais par contre, le département du Loiret doit, à cause de la péréquation, aider d'autres départements, comme notamment la Corrèze. Et vous savez par qui la Corrèze a été gérée pendant des années. Mais Jean-Pierre Gabel, est-ce qu'on fait supporter aux collectivités territoriales, les départements entre autres, les baisses de budget du budget national? Est-ce qu'on fait supporter aux départements les baisses de dépenses publiques? Non, mais on a parlé de suppression de 10 millions, 11 millions d'ailleurs pour le département du Loiret. Les 11 millions, ils vont manquer quelque part. Moi, je fais partie de la commission des finances, comme Michel Ricou d'ailleurs, qui a été sous la présidence de notre regretté Xavier Deschamps. Et à chaque commission des finances, on nous disait, tiens, on a reçu un mail du gouvernement, enfin d'un ministère, comme quoi, on avait 50 000 euros par là, 100 000 euros par là en moins, 200 000 euros par là en moins. Quand vous avez un budget familial, si jamais votre employeur vous dit le lendemain, vous savez, on va être obligé de vous retirer 200, 300, 400 euros. Vous faites quoi à la fin du mois? On s'adapte sur quelles dépenses alors? Aujourd'hui, la seule le département collectivité, s'adapte sur le social, malheureusement. On peut parler de collectivité. Un département ou une région ou une commune ne peut pas avoir
un budget déficitaire. Le seul, c'est l'État. Et on en est à 2000 milliards. Brigitte Tachot, vous estimez que l'humain passe après le comptable ? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Il faut d'abord se mobiliser. Oui, bien sûr. Se mobiliser sur ce pourquoi est fait le département, les attributions actuelles du département. Donc les attributions actuelles du département, nous les avons passées en revue tout à l'heure, vous les avez passées en revue aussi. Maintenant, il est important que dans ces élections départementales, il y ait une représentativité assez large, une représentativité, si on peut dire, de partis politiques ou de formations. L'important, et je pense que nous sommes tous ici, présents autour de cette table, dans un même esprit, certains plus que d'autres, naturellement, dans un esprit de rassemblement. Alors, quand j'entends parler de la droite, la gauche, jusqu'à présent, on pensait la droite, les sous, la gauche, le social, les gens. Ça n'est plus vrai. N'est plus vrai. Alors, ce qu'il faut, c'est rassembler des dotations de l'État. Qu'est-ce que vous prenez Qu'est-ce que vous prenez? Une certaine forme de souplesse budgétaire? Qu'est-ce que je prône? Une juste répartition, déjà, des fonds du département. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Tailler dans les dépenses sociales, de solidarité? Déjà, vous avez des dépenses d'éducation. Quand on voit que vous avez 1200 mineurs sur le département et que sur ces 1200 mineurs, vous avez 60 mineurs isolés. Un mineur isolé, il faut quand même mettre en face des choses, des coûts. Un mineur isolé, c'est 6 000 € par mois. Donc ça, ce sont des dépenses prioritaires. Après, vous avez l'APA. Vous avez les maisons. Qui devrait incomber à l'État. Après, c'est du déplacement. L'APA, l'aide aux personnes... l'aide aux personnes âgées et les allocations... le maintien à domicile. Alors, il est évident qu'aujourd'hui, on va tabler un petit peu sur deux choses. La première, c'est l'allocation qui peut être donnée, et la deuxième, la déductibilité fiscale pour essayer d'égaliser un petit peu les aides. Néanmoins, ces aides, elles sont indispensables. Mais comment on fait, Brigitte Tachot, quand l'APA, le reste à charge pour le département l'an passé est de 39 millions d'euros? Comment on fait pour s'adapter? Comment on fait pour maintenir des prestations de solidarité élevées d'un tel niveau face aux restrictions budgétaires, face aux baisses de dotation de l'État? Alors dites-moi de combien l'État a baissé? Je ne suis pas... Parce que là vous attaquez une chose, c'est la gestion du département. À ce moment-là, je n'étais pas élu et je ne me suis pas plongé avec un esprit accusateur dans la gestion de nos prédécesseurs si demain nous sommes... Non, mais ma question, c'est comment on fait face pour maintenir des dépenses de solidarité face aux baisses de dotation de l'État? J'ai peut-être une réponse, si vous Philippe Rabier, allez-y. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui viennent d'être dites. Moi, j'ai deux chiffres à vous donner. On peut parler baisse de dotation et je crois que c'est important de réaliser effectivement que nous sommes dans un pays endetté et qu'il faut avoir un petit peu quand même de rigueur pour maintenir cet endettement et ne pas qu'il se décuple. Tout ça étant dit, le département du Loiret, deux chiffres. On parle de 50% pour le social. Ce n'est pas vrai. Le budget prévisionnel 2015, c'est 43% pour le Loiret. 43%. Donc, et la moyenne nationale était en 2011 de 49%. Je ne pense pas que ça ait tellement progressé. Je vais quand même donner la différence de points, c'est 6 points. Les chiffres officiels, si vous voulez bien. Dépenses de solidarité représentent 55% du budget du Loiret, soit 282 millions d'euros. C'est faux. Budget prévisionnel 2015, vous allez voir, c'est 43%. Là, vous parlez de quelle année, monsieur? 2015. Non, pas en 2015. En 2015, vous reprendrez les chiffres. Voilà. Mais c'est 6 points de moins qu'au niveau national. Ces 6 points de moins, c'est 30 millions d'euros que nous pourrions répartir à nouveau sur le social, sur la solidarité dans le département du Loiret. Le département du Loiret, historiquement, a été un département, je ne parle pas de la collectivité, là je parle des habitants, qui est un département riche. D'accord ? Historiquement, parce qu'il y avait des entreprises, il y avait de l'emploi. Aujourd'hui, malheureusement, la crise étant là, l'emploi nous a rattrapés. D'ailleurs, le département du Loiret a perdu son avance au niveau national, alors que nous avions 1 à 2 points de moins que le niveau national du taux de chômage. Aujourd'hui, nous sommes
à peu près au même niveau que la moyenne nationale. Nous avons donc perdu cette avance. Nous avons une crise. Et évidemment, il faut faire des arbitrages politiques pour remettre de l'argent sur le social et la solidarité et arrêter de dire qu'à cause des baisses de dotation de l'État, nous ne pouvons plus financer telle et telle chose. Nous ne pouvons plus financer, par exemple, les éducateurs de rue. Nous ne pouvons plus financer les infirmières pour les personnes handicapées, etc., etc. Vous estimez que c'est une excuse pour justifier? Ah ben bien sûr, c'est une excuse. C'est un choix politique qui cache un vrai choix. On laisse tomber le social aujourd'hui dans le département du Loiret. Je ne sais pas si M. Héricot est d'accord avec moi, mais évidemment, les lieux d'accueil pour les femmes battues, ça fait 3 ans que le département ne finance plus, etc., etc. Il n'y a pas 36 solutions pour essayer d'avoir de l'argent. Il y en a au moins une que tout le monde connaît, c'est augmenter les impôts. Oui, vous l'avez fait 2 fois en 6 ans. Ça a Tout été à fait. La droite assume d'avoir augmenté les impôts locaux 2 fois en 6 ans. Si ça a été fait, c'est parce qu'il y a eu justement des dotations de l'État. Et regardez le Conseil régional, et à côté combien de ça, de fois il a augmenté plus les impôts. tout un tas de choses en solidarité. Vous augmentez les impôts pour financer quoi, monsieur ? Il y a des choix à faire. 642 millions d'euros, c'est le budget du département pour l'année 2015. De moins que l'an passé. En 10 ans, on a perdu 650 millions de dotations de l'État. Alors, vous voyez ce que c'est ? Qu'avez-vous financé avec ces augmentations d'impôts que vous avez faites, effectivement, 2 en 6 ans ? Vous l'avez dit, il y a une chose à faire, c'est augmenter les impôts, mais est-ce que les Français le savent ? Est-ce que les Français s'attendent à ce genre de choses ? Et les Français n'ont pas l'air d'être au courant. Les Français le savent, les Loiretains le savent. L'endettement par habitant du département du Loiret, c'est 719 ou 724 euros. Pour la Corrèze, département géré par Hollande, c'est 1400 euros. L'endettement du Loiret a été multiplié par 4 en 6 ans. Donc je ne suis pas sûr qu'on puisse être très fier de votre budget. On va laisser la parole à Michel Ricou, si vous voulez bien. Je crois qu'en effet, les Loiretains subissent la double peine. Ils subissent la double peine, dans ce sens où, pas Le Pen, hein, la double peine. Peut-être qu'ils risquent de subir Le Pen, mais enfin, on n'en est pas là. Dans le sens où la politique d'austérité fait du mal. Enfin, attendez, ici, vous avez le Resto du Cœur. Quand vous voyez la queue qu'il y a au Resto du Cœur, ça vient d'où? Ça tombe du ciel? Il y a bien quand même un problème. On parle de la crise de qui? Pas la crise des gens, les gens n'y sont pour rien. Et puis, la peine, la double peine, donc, la politique d'austérité du gouvernement, mais également la politique d'austérité menée par la droite. Quand même, et là je rejoins Philippe Rabier, Éric Doligé a pris prétexte de la baisse des dotations pour sabrer dans le social, prévention spécialisée, personnel dans les centres médico-sociaux, notamment les infirmières, l'aide pour les familles en précarité pour accéder au logement. La liste est longue, très longue. Redressement judiciaire pour le cercle des âges dernièrement. Oui, il était possible de faire... Il était possible de couper dans quoi? Parce qu'il faut bien faire des économies quelque part. Est-ce que c'est sur les routes, par exemple? On voit ici à l'hôpital qu'il y a un rond-point qui est en train d'être construit. Ça coûte 4,5 millions d'euros. Oui, est-ce que c'est normal? Mais alors, la 19, ça a coûté très cher. Eh ben, bien sûr, la 19 a coûté très cher. Hein, donc le choix, il est là. Oui, il y a d'autres choix à faire. Enfin, tout le monde, quand on lit les articles de presse actuellement, tout le monde parle de l'humain. Formidable, tout le monde découvre l'humain. Mais l'humain, quand même, c'est bien des choix politiques faits au niveau du département et au niveau national pour venir en aide à ceux qui n'en ont plus besoin. Alors, on dit, c'est la crise, on n'a plus d'argent. Quand même, 2 chiffres. Le scandale de la banque HSBC, 180 milliards de fraude fiscale montée toutes pièces. Le CAC 40, 56 milliards versés du dividende. Quand même, quand une vraie réforme fiscale pour justement... On est un peu loin du département, je crois. Oui, non. On n'est pas loin du département. On n'est pas loin. On n'est pas loin du département. Le département du Loiret. Le département du Loiret ne vit pas dans une bulle coupée des réalités. On subit ces politiques d'austérité. Brigitte Tachou. Oui, vous allez avoir des gens qui vont vous parler du RSA et vous dire oui, c'est le RSA qui coûte. Bon, si on prend le RSA en chiffres, il y a 30 000 demandeurs sur le département et 100 demandeurs de plus du RSA par mois. Ça veut dire que ça, c'est une gestion à faire. Alors, oui, gérer ceci au détriment de cela, je ne suis pas forcément d'accord. Il faut que les prestations soient données aux bonnes personnes et aux bons endroits et de la bonne manière. C'est qui les bonnes personnes, quoi les bonnes personnes, madame?
Et les bonnes personnes, ce ne sont pas les jeunes mineurs isolés étrangers, d'après madame. Pardon ? D'après vous, a priori, ce n'est pas les mineurs isolés étrangers, par exemple. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, en gros. Les 60 mineurs sur les 1400 jeunes accueillis sur le département du Loiret, il fallait les mettre à la rue. C'est ce que vous avez dit, en gros, tout à l'heure. Moi, j'ai dit ça. Non, mais écoutez, attendez, vous en avez parlé tout à l'heure. Je vais quitter cette émission. Donc moi, je vais... Parce que la mauvaise foi, je ne supporte pas cette mauvaise foi, ça serait dommage, madame. Je ne supporterai pas ça. Alors, je vais vous préciser les choses. J'ai dit, vous avez 60 mineurs isolés. Oui, vous avez dit que ça coûtait 6 000 euros. Est-ce que j'ai dit qu'il fallait le mettre dehors ? Non, mais écoutez, est-ce que vous cautionnez... Vous êtes un plaisantin, monsieur. Philippe Rabier, laissez Madame Tachot clarifier, répéter ce qu'elle a dit tout à l'heure, si vous voulez bien, et poursuivre. Madame Tachot. J'y reviendrai. Je ne supporte pas cette mauvaise sur le RSA, Madame Tachot, dit, si vous le voulez bien. On a bien. 1200, voilà ce que j'ai dit. Il y a 1200 mineurs sur le département et vous avez 60 mineurs isolés. Un mineur isolé, je n'ai pas dit étranger, j'ai dit isolé. Alors, pardon, excusez-moi, le chiffre que vous citez, 60, c'est 51 en fait, mais ce sont des mineurs isolés étrangers. C'est pour ça que je me suis permis de vous dites étrangers, je n'ai jamais prononcé ce mot-là. Mais oui, mais un mineur ce chiffre-là, c'est justement les étrangers, donc vérifiez vos chiffres, quand je parle de 60 mineurs isolés, il peut y avoir des étrangers, il peut y avoir aussi... Non, il y a 1400 jeunes qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Donc, ce sont des jeunes mineurs isolés. Donc, excusez-moi. Et les 60 que vous citez, ce sont des mineurs isolés étrangers. C'est pas 60, on est d'accord ? C'est 51 parce que le gouvernement français a permis de répartir les jeunes sur tout le territoire français. Voilà. Donc, mais non, est-ce que j'ai dit ça coûte 6 000 euros par mois ? Est-ce que j'ai dit il faut les renvoyer ? Est-ce que j'ai jamais dit ça ? J'espère que non. Voilà, mais je suis content de vous l'entendre dire. le dites à ma place, et je ne veux pas que vous parliez à ma place. Je suis content que vous le disiez. Voilà. Merci. Revenons au RSA, Madame Tachot, si vous voulez bien. Revenons au RSA, si vous le voulez bien. Vous en parliez tout à l'heure. Bon, quand je vous parle du RSA, excusez-moi, là, je suis vraiment très en colère. Parce que c'est vraiment détourner les choses d'une façon Revenons au RSA, malhonnête. Madame Tachot. Maîtrisez les chiffres et on en reparlera. Revenons-en au RSA. Maîtrisez les chiffres, attendez. Madame Tachot, le RSA. Vous dites un chiffre, j'en dis un autre. De toute façon, peu importe. Madame Ce qui est Tachot. important aujourd'hui, c'est quand même de construire. Madame pas Tachot, de se faire des chicanes. Madame Tachot, le RSA. Oui, donc ce RSA, il est important qu'il puisse continuer d'être versé, mais qu'il soit, comment on va dire, encadré. Ce qui avait déjà d'ailleurs été commencé, c'est-à-dire une personne bénéficiaire du RSA passe un contrat avec l'État, chose que je trouve très, très constructive, parce que ces personnes vont être obligées déjà de sortir de chez elles, de se replonger dans un système de personnes qui ne sont pas marginales, qui ont donc une part à la société, qui vont rendre compte peut-être au comité d'action sociale, qui vont rendre compte de leurs recherches, mais qui sont dans une démarche de reconstruction et de réinsertion dans la vie active, si possible, le plus rapidement possible. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que si on en est à un tel nombre de personnes demandeuses du RSA, c'est qu'en amont, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a un travail à faire avec les entreprises. Et quand vous parlez avec les entreprises, parce que mon colistier et moi-même, nous l'avons fait, nous avons été leur rendre visite. Quand vous parlez avec les entreprises vous disent, eh bien, quand on a besoin de personnel, on ne le trouve pas. Et quand vous parlez avec le Pôle emploi vous dit, mais on ne trouve pas d'entreprise pour embaucher les gens. Donc vous avez d'un côté des demandeurs d'emploi qui ne parviennent pas, par le biais des structures existantes, à trouver un emploi en adéquation avec leur qualification. Et ça, c'est un problème qui concerne quand même aussi le département. Jean-Pierre Gabel, sur ce sujet. Oui, vous avez parlé d'un certain contrôle. Effectivement, il y a des contrôles au Conseil général. Il y a une cellule de 2 personnes qui s'occupent justement pour voir la régularité, parce qu'on sait très bien que partout, il y a des anomalies. Et ces recherches ont permis déjà de récolter, enfin, je peux dire, pas loin de 500 000 euros, ce qui n'est pas négligeable quand même sur des montants comme ça. Et je pense que le budget de la solidarité, depuis que nous sommes à la commission des finances, près des chiffres, Michel ne me démentira pas, le budget augmente généralement de 6% par an.
on prend 6% par an d'augmentation dans les nouvelles prestations. Alors, bien évidemment, ça a un coût final qui est de plus en plus important. Ça se reporte sur le budget de la culture, des sports, pour les collèges aussi. Alors, les collèges, bien évidemment, la collège, sur les collèges, il y a eu 39 collèges soit construits, il n'y en a pas eu 39 de construits, soit de réhabilités. Et sur le canton sur lequel nous sommes, il y en a eu 2, notamment celui de Jeanne d'Arc et puis celui de Dunois. Je voudrais juste... Pardon, allez-y, monsieur Gagnon. Les collèges, c'est très important. Alors, quand on parle de collège, il y a le collège en lui-même, mais alors il y a tout ce qui va à l'intérieur. Il peut y avoir aussi les équipements en tablettes numériques. Il y en a eu 5000 de distribués. Il y a les aménagements au niveau de la sécurité des abords de collège, qui est très important pour les parents et pour les enfants. Christian Bidot. Est-ce que quand même, pour revenir à la compétence du Conseil général et aux compétences en général des collectivités territoriales, est-ce qu'il est bon de garder cette clause générale de compétence qui vous permet d'intervenir dans tout, c'est-à-dire en matière de culture, de sport? Est-ce que ce n'est pas plutôt du clientélisme qu'on est en train de... Il y aura des compétences partagées beaucoup. Il y aura beaucoup de compétences partagées comme le tourisme, le sport et la culture. Alors, les transports également, ça sera une compétence vraisemblablement partagée parce que normalement ça devrait aller à la région. Bon, ça sera redélégué au département. Actuellement. Vous ne pensez pas que c'est redondant quand même que le tourisme soit aussi une compétence du département alors que c'est à la région devant je voudrais juste revenir sur 30 secondes sur les jeunes mineurs isolés parce que, excusez-moi, c'est un sujet qui me tient à cœur. Le conseil départemental a voulu faire l'économie d'une prime de Noël en décembre dernier sur ces 51 jeunes étrangers uniquement, alors qu'il a en charge 1400 jeunes. Trouvez-vous normal que le conseil départemental fasse cette économie sur des étrangers? Moi, je trouve ça inhumain, scandaleux, tout ce qu'on voudra. Michel Ricou est bien d'accord avec moi. Donc, s'il y a des économies à faire, c'est certainement pas là. Pour revenir sur les compétences générales, sur la compétence générale, nous, en tant que futurs élus, pour faire une politique culturelle ou sportive, par exemple, si on doit intervenir dans ces domaines-là, j'y suis favorable. Je pense qu'il faut continuer. Par contre, je pense que toute subvention dans ces domaines-là, moi, à mon sens, devrait être orientée vers, par exemple, l'accessibilité aux personnes handicapées. Enfin, tout ce qui est en lien avec la politique du Conseil général ou départemental demain. Michel Ricou, pour terminer, et après la parole à Brigitte Tachot. Par rapport au RSA, là, je comprends bien, faut faire attention au RSA, on ne faut pas le donner à n'importe qui. Est-ce que vous savez qu'il y a 30% de personnes éligibles au RSA qui ne font pas valoir leurs droits? 30%. Et puis, si actuellement il y a beaucoup de familles qui bénéficient du RSA, c'est parce qu'il y a vraiment des difficultés sociales importantes. Moi, je me bats aussi pour des clauses d'insertion dans tous les marchés publics. Oui, ça avance, mais j'agis de concert, parce que quelquefois, il faut travailler avec d'autres là-dessus. L'essentiel, ce qui compte, ce sont les gens c'est l'humain, comme on dit. Par rapport à Ikea, le mal fou qu'on a à faire avancer, on ne parle pas des problèmes de circulation, d'insonorisation, les clauses d'insertion. Ikea, 4 millions de fonds publics. Est-ce qu'on ne peut pas exiger avec plus de force qu'ils embauchent des jeunes chômeurs? Allez, Brigitte Tachot, pour terminer ce débat. À Michel, c'est l'évidence même. Alors déjà, quand je dis qu'il faut faire attention au RSA, je ne parle pas de restreindre le RSA à une certaine catégorie de personnes ou en privé une autre catégorie. Je parle simplement de l'encadrer. Et effectivement, il y a peut-être des gens qui ne font pas valoir leurs droits au RSA, mais il y en a qui font valoir des droits alors que, bon, il y a un petit peu d'abus, il y en a eu. Il y a eu des abus au plus haut niveau, hein. On a des exemples. Je suis bien d'accord avec vous. J'en suis tout à fait d'accord, tout à fait conscient. Maintenant, pour revenir en quelques mots sur ce qu'a dit Philippe à propos des mineurs isolés, je trouve, si vous voulez, qu'on ne peut pas dire on va priver un mineur parce que. Mais un mineur isolé qui trouve accueil auprès de la France, ce qui coûte quand même 6 000 € par mois par mineur, eh ben, c'est déjà, si vous voulez, une bonne action. J'aurais préféré qu'on partage et non pas qu'on dise on va supprimer aux mineurs isolés étrangers la prime de Noël. J'aurais préféré qu'on la partage. Dès l'instant où on accueille, on partage. Mais après, c'est une décision.
Très rapidement, Jean-Pierre Gabel. Simplement pour dire que dans quelques jours, on va être devant nos électeurs. Nous y sommes déjà, mais là, ils auront l'arme la mieux, en fait. Eh bien, je pense que je souhaite bon vent à tous les candidats. Et à mon avis, ce qui va payer auprès des électeurs, ça va être la compétence et la proximité. Merci à vous. Merci à vous quatre d'avoir participé à ce débat sur Radio Campus Orléans. Je rappelle, Jean-Pierre Gabel, que vous êtes candidat en binôme avec Nadia Labadi, alors un binôme UMP-UDI sur le canton Orléans 1. Vous serez opposé au binôme PS Europe Écologie Les Verts de Sophie Lorenzi et de Philippe Rabier. À Sacha Berthe-Vertelet également et Christiane Le Pennec pour le Front de Gauche et enfin à Solveig Rivière et Gérard Ariel pour le Front National. Brigitte Tachot et votre binôme Daniel Simon pour Debout la France seraient opposés dans le canton Orléans 4 à Arlette Fourcade et Christophe Henriot pour le Front National, Olivier Geoffroy et Alexandrine Leclerc pour l'UMP-UDI et Estelle Touzin et Baptiste Chapuis pour le PS et Europe Écologie Les Verts et enfin Isabelle Baudouin et Jean-Paul Doyen, merci Michel Ricou, pour le Front de Gauche. Enfin, Michel Ricou et Annick Blanchard représenteront le Front de Gauche dans le canton de La Ferté-Saint-Aubin. Face à vous, Michel Bardot et Emmanuel Fournier pour le PS Europe Écologie Les Verts, Christian Brault et Anne Gabory, binôme UMP-UDI, et enfin Claudine Morel et Christian Gaillon pour le Front National. Merci à Christian Bidot, directeur de Maton, d'avoir été avec nous, ainsi qu'à Vincentine et Grégory pour leur participation. Et enfin, un grand merci aux deux Julien pour la technique et la caméra. Je vous souhaite une très bonne journée. Rendez-vous à partir de 7h demain matin. Ciao.